Bienvenue à tous. Donc, on est heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la webconférence sur la dyslexie. Je suis Élise Alphonse et j'ai en charge la communication chez CCMO Mutuel. On va très vite démarrer. Donc, je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui Émilie Duprat, notre orthophoniste, et en partenariat avec Medaviz. On est heureux de vous retrouver. Émilie, on est ici pour parler de dyslexie. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez vous présenter Oui. rapidement? Alors, bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Émilie Duprat. Je suis orthophoniste en libéral depuis un peu plus de 12 ans. Donc, je reçois des enfants, adolescents, adultes et personnes âgées qui ont des pathologies variées. Et je reçois notamment des enfants, adolescents et parfois adultes aussi qui ont une dyslexie. Je remercie la CCMO et la société Medavis qui m'a demandé d'intervenir pour parler de ce sujet de la dyslexie de l'enfant. Donc aujourd'hui, je vous propose une présentation en 3 points. Tout d'abord, on va évoquer la définition de la dyslexie. Ensuite, on va parler du diagnostic, comment on pose un diagnostic de dyslexie. Et enfin, on abordera le traitement et l'accompagnement de la personne dyslexique. Alors, on va démarrer. On va tenter de répondre à cette question. Qu'est-ce que la dyslexie? Donc, la dyslexie, c'est un trouble spécifique du langage écrit, donc de l'apprentissage de la lecture, qui a une origine neurodéveloppementale, c'est-à-dire une origine neurologique, cérébrale, et qui apparaît durant le développement de l'enfant, donc très tôt chez l'enfant. Ce trouble se caractérise par une atteinte significative, c'est-à-dire une atteinte de la lecture bien en deçà de ce qu'on attend d'un enfant par rapport à son âge, et une atteinte durable, c'est-à-dire une atteinte qui dure dans le temps et qui résiste, qui sera toujours présente malgré les aides qu'on peut apporter à l'enfant. Et donc, c'est une atteinte de l'apprentissage et de l'automatisation de la lecture. Ce trouble apparaît chez un individu qui ne présente pas de retard intellectuel, pas de problème auditif ou de problème visuel non corrigé, pas de problème moteur, pas de difficultés psychologiques ou psychiatriques qui pourraient expliquer ces difficultés d'apprentissage de la lecture. Et ça apparaît aussi chez des enfants qui qui ne souffrent pas de carences affectives ou éducatives. La dyslexie fait partie de ce qu'on appelle les troubles du neurodéveloppement. Donc, ce sont des troubles neurologiques qui apparaissent très tôt chez l'enfant, souvent avant l'école primaire, et qui entraînent un retard ou un déficit de développement dans plusieurs domaines, notamment dans les compétences sociales, intellectuelles, langagières ou encore motrices. Et ça génère des troubles cognitifs et comportementaux. Alors, sur ce schéma, on retrouve l'ensemble des troubles du neurodéveloppement qui ont été listés dans un manuel qui s'appelle le DSM-5 et qui est le manuel aujourd'hui de référence pour expliquer ces troubles. C'est un manuel qui est rédigé par l'Association américaine de psychiatrie et qui permet d'établir des consensus au niveau des diagnostics de plusieurs maladies mentales et psychiatriques, et notamment les troubles neurodéveloppementaux. Donc, on retrouve dans ces troubles, comme vous voyez en rose, les troubles spécifiques des apprentissages scolaires. Donc, on retrouve parmi ces troubles la dyslexie, mais aussi la dysorthographie qui va toucher l'orthographe, ou encore la dyscalculie, qui va toucher l'apprentissage des maths. Et on retrouve aussi dans les troubles neurodéveloppementaux les troubles du spectre autistique, le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, le TDAH, la déficience intellectuelle, les troubles de la communication orale, donc dans lesquels on trouve la dysphasie ou encore le bégaiement, mais aussi des troubles moteurs comme la dyspraxie ou encore les tics qu'on retrouve dans la maladie de Gilles de la Tourette. Alors, je vais essayer d'être assez synthétique sur cette partie. Donc, la dyslexie, c'est un trouble d'origine neurologique qui s'explique par un dysfonctionnement de certaines zones du cerveau qui sont situées dans l'hémisphère gauche. Donc, le cerveau est divisé en 2 hémisphères. Un hémisphère gauche qui est dédié à toutes les fonctions du langage, notamment, mais aussi de la mémoire, et un hémisphère droit qui va être plutôt dédié aux émotions, aux
au traitement visuospatial ou encore à la créativité. Grâce à l'imagerie fonctionnelle, c'est-à-dire les IRM qui permettent de voir les zones qui sont activées dans le cerveau pendant une tâche donnée, on a pu mettre en évidence pendant une tâche de lecture que chez un lecteur normal, il y avait 3 zones qui s'activaient dans le cerveau. Donc vous voyez la zone en rouge, la zone bleue et la zone verte. Ce sont des zones qui vont permettre le traitement des sons, l'articulation de ces sons, la conversion des lettres en sons, mais aussi le traitement visuel des mots et des formes. Ça va être la zone qui est en verte. Chez une personne dyslexique, quand une personne dyslexique lit, on voit qu'il y a que la zone rouge qui s'active. Donc, ça explique les difficultés pour traiter les sons et lire correctement les mots. Alors, je passe sur la diapo suivante qui met en évidence la zone qui est verte ici, qui correspond à l'aire visuelle. Donc, chez un lecteur normal, cette aire visuelle qui permet la reconnaissance des mots s'active pendant la tâche de lecture, alors que chez un dyslexique, elle ne s'active pas. Il y a une dernière chose, c'est que entre la zone rouge et la zone bleue, il y a tout un faisceau de connexions dans le cerveau qui s'appelle le faisceau arqué, et des études ont montré que ce faisceau arqué était dysfonctionnel chez la personne dyslexique. Donc l'hypothèse dominante de la dyslexie serait un déficit au niveau de la perception et de la manipulation qui s'explique donc par ces difficultés de fonctionnement de ces différentes aires cérébrales. Donc la dyslexie, comme on l'a dit, c'est une atteinte sévère, dont la sévérité va varier selon les individus, et durable au niveau de l'apprentissage et de l'automatisation de la lecture. On ne guérit pas de la dyslexie, par contre on peut compenser la dyslexie grâce à différentes choses qu'on verra dans le 3e chapitre. Une personne qui présente une dyslexie peut aussi présenter d'autres troubles dys, comme par exemple la dysphasie ou la dyscalculie, mais aussi d'autres troubles du neurodéveloppement, comme un TDAH ou un trouble du spectre autistique. Et dans ce cas-là, on parlera de comorbidité. La dyslexie entraîne des répercussions importantes au niveau scolaire, puisque les enfants dyslexiques ont un gros risque de décrochage et d'échec scolaire. Ça entraîne aussi des répercussions au niveau personnel, puisqu'un enfant dyslexique va avoir tendance à manquer de confiance en lui, à se sous-estimer, et ça entraîne aussi énormément de fatigue, puisqu'il a besoin de fournir des efforts conséquents dans les apprentissages scolaires pour essayer de combler ses difficultés en lecture. Ça entraîne aussi des difficultés sociales, puisque l'enfant peut se replier sur lui-même, se sentir incompris dans ses difficultés, et il peut aussi présenter des difficultés au niveau de son insertion professionnelle à l'âge adulte. Donc il est fondamental de diagnostiquer la dyslexie le plus tôt possible pour permettre à l'enfant de compenser ses difficultés, de minimiser les répercussions sur lui et sur ses relations sociales, et de favoriser aussi un développement de la lecture la plus fonctionnelle possible. Voilà. La dyslexie entraîne dans la majorité des cas aussi une dysorthographie, c'est-à-dire un trouble dans l'apprentissage de l'orthographe, puisque pour apprendre à écrire, il faut d'abord savoir lire. Alors, j'ai noté quelques chiffres et quelques dates importantes concernant la dyslexie. Donc, selon la Haute Autorité de Santé, il y aurait 5% de la population française qui est touchée par les troubles neurodéveloppementaux en général qu'on a vus tout à l'heure, et 6 à 8% de la population française qui est concernée par les troubles dys en général. Concernant la dyslexie, 4 à 5% des élèves d'une classe d'âge sont dyslexiques, c'est-à-dire 1 à 2 enfants par classe, ce qui en fait un enjeu de santé publique. Depuis 1991, la dyslexie a été reconnue par l'Organisation mondiale de la santé, et elle a été reconnue comme un handicap depuis la loi handicap du 11 février 2005. Alors maintenant, on va aborder les causes de la dyslexie. Donc, il n'y a pas une cause de la dyslexie, les causes sont multifactorielles. Donc, on retrouve tout d'abord une composante héréditaire,
puisque plusieurs études montrent que si un enfant a un père ou une mère ou un frère ou une sœur qui souffre de dyslexie, il a 40 à 50% de chance, enfin de risque plutôt, de développer une dyslexie plus tard. On retrouve aussi une composante environnementale, puisque un enfant qui grandit dans une famille dans laquelle l'écrit et la lecture sont peu valorisés, ou dans laquelle il y a peu de stimulation de langage, des carences au niveau éducatif et un faible niveau socioculturel, cet enfant sera plus à risque de développer une dyslexie. Et enfin, on retrouve une composante médicale et neurologique. Donc, parmi les facteurs de risque médicaux et neurologiques, on retrouve la grande prématurité. On retrouve aussi certaines maladies neurologiques qui peuvent survenir durant la petite enfance, notamment des accidents vasculaires cérébraux, des encéphalopathies, et aussi l'exposition du bébé in utero à un toxique à forte dose consommé par la maman, donc alcool ou médicaments. Un enfant qui présente une dysphasie, c'est-à-dire un trouble spécifique d'apprentissage du langage oral, a un risque de 50% de développer une dyslexie plus grand. Et enfin, plusieurs études ont montré que qu'on retrouvait 20 à 30% de personnes gauchères ou ambidextres chez les dyslexiques. Et Émilie, on a Oui. une question qui est intéressante. C'est est-ce qu'on peut détecter avant l'âge de l'apprentissage de la lecture une dyslexie? Alors tout à fait, il y a des signes d'alerte qui peuvent être repérés, qu'on pourra retrouver éventuellement en annexe après D'accord. dans le replay, mais qui peuvent être intéressants à déceler si un des deux parents est dyslexique ou si un des frères et sœurs est dyslexique et donc que le parent veut être alerté de ces signes chez son enfant pour pouvoir diagnostiquer la dyslexie le plus tôt possible. Mais toutefois, ces signes ne sont pas... Un enfant qui présente ces signes peut tout à fait ne pas développer de dyslexie. Ou au contraire, ne présenter aucun de ces signes et développer une dyslexie plus tard. Donc, je pourrais les mettre en annexe si besoin à l'issue de la D'accord. vidéo. Voilà. Merci. Alors, je vais vous présenter les différentes formes de dyslexie qui existent, mais avant ça, je voulais expliquer rapidement comment un enfant apprend à lire. Donc, un enfant apprend à lire grâce à deux voies de lecture différentes. La première voie de lecture, c'est la voie de lecture phonologique qui va permettre, grâce à l'apprentissage des correspondances entre les sons et les lettres, de décoder les mots son par son, puis d'assembler les sons en syllabes et les syllabes, d'assembler les syllabes pour lire le mot. Et une fois que l'enfant a réussi rencontre plusieurs fois le même mot en passant par cette voie phonologique, il va pouvoir mémoriser la forme globale de ce mot, puisqu'il l'aura vu déjà plusieurs fois, il n'aura plus besoin de le découper en sons, il va mémoriser la forme visuelle de ce mot et le stocker dans sa mémoire, dans ce qu'on appelle le lexique orthographique. Ça va lui permettre, les fois où il accédera, les fois où il lira ces mots, il pourra y accéder directement, donc ça permet une lecture beaucoup plus rapide, beaucoup moins fatigante aussi. Et ça permet aussi aux enfants de lire tous les mots irréguliers, les mots qui ne peuvent pas se décoder son par son, comme les mots avec les lettres muettes, par exemple. Donc là, ce schéma reprend les deux voies de lecture. Quand un enfant doit lire un mot écrit, soit il passe par la procédure phonologique parce qu'il ne connaît pas ce mot ou qu'en tout cas il ne l'a pas vu suffisamment de fois pour l'avoir mémorisé visuellement. Donc il va décoder le mot son par son et puis le produire à l'oral. Ou alors il connaît déjà ce mot, donc il accède au lexique orthographique et puis il produit le mot à l'oral. Donc, il existe trois formes principales de dyslexie et une autre dont on parlera rapidement parce que elle n'est pas forcément validée par tout le monde. Donc, la dyslexie phonologique, ça se caractérise par une atteinte justement de la voie phonologique. Donc, ça va entraîner des difficultés importantes chez l'enfant pour mémoriser les correspondances entre les sons et les lettres. Et du coup, l'enfant, plutôt que de décoder le mot son par son et syllabe par syllabe, il va essayer d'identifier le mot en essayant de le rapprocher d'un mot qu'il connaît et qui a une forme visuelle proche. Par exemple, pour le mot chien, ça peut être le mot chat, ou pour le mot pomme, ça peut être le mot pommier. Voilà. Donc, c'est plutôt un trouble de la conscience phonologique qui explique cette dyslexie.
Ensuite, on retrouve la dyslexie lexicale qui s'explique par une atteinte de la voie lexicale. Donc, les enfants qui présentent ce type de dyslexie n'arriveront pas à mémoriser les mots de manière visuelle et globale. Donc, ils passeront toujours par le décodage des mots son par son, même s'ils ont vu ce mot 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois. Donc, ça entraîne une lecture très lente, très laborieuse. Voilà. Et ensuite, on retrouve la dyslexie mixte qui, du coup, est une atteinte des deux voies de lecture. Donc, c'est la dyslexie qui entraîne le plus de difficultés puisque l'enfant ne peut se servir d'aucune des deux voies de lecture correctement pour lire les mots. Donc, ça entraîne énormément de lenteur et de difficultés et de fatigue. Voilà. La dernière forme, c'est la dyslexie visio-attentionnelle qui, elle, s'explique plus par un trouble du coup visuel et attentionnel. Donc, ça va se manifester par des oublis de mots, des sauts de lignes, des retours en arrière pendant la lecture. Et ça va énormément gêner les enfants pour copier ou lire des mots longs puisqu'ils ont un empan visuel réduit. Alors, j'avais mis un petit schéma justement pour expliquer les trois types principaux de dyslexie. Donc maintenant, on va aborder les symptômes de la dyslexie. Donc la dyslexie entraîne des difficultés dans l'apprentissage de la lecture, mais aussi très souvent, comme on l'a vu, dans l'apprentissage de l'orthographe. Et ces difficultés apparaissent en CP et en CE1, puisque c'est durant ces 2 années scolaires que l'enfant apprend à lire et à écrire. Les difficultés sont variées selon le type de dyslexie et elles vont être plus ou moins sévères selon le niveau de sévérité de la dyslexie. Donc en lecture, on va retrouver des difficultés au niveau de la manipulation des sons, des difficultés pour trouver un mot qui rime avec un autre ou pour inverser les syllabes d'un mot. On va retrouver des difficultés pour apprendre les correspondances des sons et des lettres. Par exemple, OI, ça se prononce WA, EUR, ça se prononce EUR. On va retrouver des confusions alors auditives sur des sons qui ont une ressemblance auditive, par exemple le peu et le be, le te et le de, le feu et le veu. On va retrouver des confusions visuelles entre des lettres visuellement proches comme le U et le N, le M et le N, le F et le T, par exemple. On va retrouver des substitutions de mots par d'autres mots qui ont une forme visuelle proche, par exemple arroser, arrosoir. On va retrouver également des difficultés de compréhension des mots. Au niveau de l'orthographe, on retrouvera les mêmes confusions qu'en lecture, mais on va retrouver aussi des difficultés pour découper les mots dans les phrases, des difficultés pour acquérir les règles de grammaire et de conjugaison, et on peut retrouver aussi des difficultés de graphisme. Les difficultés persistent au-delà de la fin du CE1, malgré les aides apportées à l'enfant en classe, mais aussi à l'extérieur. Et l'enfant dyslexique, qui est souvent aussi dysorthographique, présentera une fatigabilité et une lenteur importante dans toutes les tâches qui nécessitent de lire ou d'écrire. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, justement, avant de passer à la seconde partie, je voudrais Oui. lire les questions qui ont été posées. Alors, est-ce que des troubles du sommeil chez le jeune enfant ont un impact sur les difficultés d'apprentissage et donc les 10? Alors, on a vu que les troubles 10 étaient des troubles du neurodéveloppement, c'est-à-dire qu'ils existent dès la naissance de l'enfant. Donc, un trouble du sommeil, pour moi, ne va pas créer un trouble 10, mais par contre, ça peut être une cause aux difficultés d'apprentissage, puisque un enfant qui ne dort pas correctement ne va pas être en capacité ne va pas avoir les ressources mnésiques, attentionnelles suffisantes pour apprendre. Donc, ça peut créer des difficultés de lecture, mais ça ne peut pas être l'origine de la dyslexie. Et par exemple, des problèmes durant la grossesse. Là, on a une question sur le déni de grossesse, par exemple. Est-ce que ça peut avoir un impact sur une dyslexie Je ne pense pas. potentielle? Non, je ne pense pas. Non. Autre question, est-ce qu'un traumatisme crânien pourrait être à l'origine d'une Non. dyslexie? Alors, un traumatisme crânien peut entraîner les troubles de la lecture, mais ce sont des troubles acquis, pas des troubles développementaux. Les troubles développementaux sont présents
dans le développement de l'enfant, donc dès la naissance, alors qu'un trouble acquis, c'est un trouble qui est secondaire à une lésion, comme un traumatisme crânien. Donc là, on va parler de dyslexie, mais acquise. Donc ce n'est pas du tout la même chose. C'est pas les mêmes. Ça va entraîner des difficultés en lecture, mais ce n'est pas une dyslexie développementale. Comme une Autre... personne qui fait un AVC et qui peut avoir derrière des difficultés à lire. Ouais, ouais. Parce qu'il y a des zones cérébrales qui ont été touchées, effectivement, qui sont dédiées à la lecture, mais du coup, ce ne sera pas une dyslexie. Parce que grâce à une rééducation, la personne peut retrouver ses capacités de lecture intégrales, ou en tout cas proches de celles qu'il avait avant l'accident, alors qu'un enfant dyslexique, il va compenser ses difficultés, mais la dyslexie, elle sera toujours là. Est-ce que si j'étais diagnostiquée dyslexique, ça m'empêcherait de faire des études supérieures? Pas du tout. On verra plus tard comment on peut pallier à ça. Non, non, pas du tout, au contraire. Est-ce qu'il est possible de bien... Alors, on a beaucoup de questions, je les pose, hein. Oui, Est-ce c'est un que vaste il est... sujet alors. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'on peut Mm. s'en débarrasser totalement? Non, c'est ce que je viens de dire. Ok. Ensuite, oh, un harcèlement peut-il rendre 10? Non. Non. Euh, alors, le pourcentage. Ça, Alors, ça, c'est un critère d'exclusion. Un harcèlement va entraîner des difficultés psychologiques qui vont ouais. générer des difficultés d'apprentissage. Mais souvent, ça va pas être spécifique à la lecture. C'est des enfants qui vont décrocher dans d'autres matières. Sont 10. Quel est le pourcentage? Pardon? Si les deux parents sont diagnostiqués dyslexiques. Je l'ai dit dans la diapositive, entre 40 à 50%. Alors là, papa, je regarde, hein, je sélectionne. Mm. Euh, Mon fils a un trouble de langage. Il est en grande section et il est donc vu par une ortho. Va-t-il avoir une dyslexie? Alors, ça rejoint les signes d'alerte qui sont pas, que j'ai pas mis dans la diapo, mais que je pourrais mettre en annexe. Euh, donc, en maternelle, ce qui peut alerter, ça va être des difficultés effectivement de langage, aussi des difficultés pour mémoriser les comptines, l'alphabet, des difficultés, un manque d'intérêt pour la lecture, des difficultés pour comprendre les histoires lues par l'enseignante. Donc ça, c'est des signes qui peuvent alerter. Mais ensuite, c'est la dyslexie, elle se caractérisera par des difficultés en lecture. Donc là, tant que l'enfant n'est pas rentré en lecture, dans l'apprentissage de la lecture, on ne peut pas du tout prédire s'il aura une dyslexie ou pas. Il faudra attendre de voir comment se développe l'apprentissage de la lecture. Donc pas de panique surtout. Voilà, il faut pas paniquer. Quel est le meilleur moment justement pour diagnostiquer une dyslexie? Ça, on le verra après. Bon, voilà. Bon, on va avancer Ouais. puisque là, beaucoup Ouais, on va de avancer. Je questions, pense qu'il y aura c'est pas en fait mal anticipe de déjà les réponses. réponses à venir. Ouais, il y aura pas mal de réponses par la suite, je pense. Oui, on va avancer. Ok. Alors, donc maintenant, on va aborder le diagnostic. Comment on pose un diagnostic de dyslexie? Alors, si les parents de l'enfant ou l'enseignant de l'enfant détecte des symptômes qui peuvent lui laisser penser que l'enfant pourrait présenter une dyslexie, la première chose à faire, c'est d'emmener l'enfant d'emmener l'enfant chez le médecin, donc soit le pédiatre qui suit l'enfant, ou le médecin scolaire ou le médecin généraliste, peu importe, n'importe quel médecin. Alors, si le médecin connaît l'enfant, c'est quand même mieux. Le médecin va écouter la plainte de la famille, essayer de repérer des signes d'alerte. Et en fonction de ce qu'il décèle, il va pouvoir prescrire un bilan orthophonique. Alors, avant le bilan orthophonique, il peut prescrire aussi d'autres bilans pour écarter d'autres causes possibles aux difficultés de lecture, notamment un bilan ORL,
donc pour vérifier que l'enfant entend bien, puisque un enfant qui n'entend pas correctement ou qui discrimine pas correctement les sons parce qu'il a une otite ou parce qu'il a des bouchons de cérumen ou parce qu'il a une autre pathologie ORL, aura forcément des difficultés pour apprendre à lire. Ensuite, le médecin peut prescrire un bilan ophtalmologique ou orthoptique pour vérifier que l'enfant voit bien, puisque évidemment, si l'enfant n'arrive pas à traiter les mots, enfin, ne voit pas correctement, il aura des difficultés en lecture. Et donc, une fois que le problème auditif ou visuel est corrigé, ça peut, les difficultés de lecture peuvent rentrer dans l'ordre. Le médecin peut aussi orienter vers un psychologue s'il pense qu'il y a des difficultés psychologiques chez l'enfant ou voilà, des difficultés au niveau familial. Donc, une fois que le médecin a prescrit le bilan orthophonique, les parents peuvent contacter un orthophoniste en sachant qu'aujourd'hui, il y a un énorme problème, enfin une énorme attente entre 1 et 2 ans et parfois plus selon les régions. Donc, si le parent n'arrive pas à avoir de rendez-vous orthophonique rapidement, il y a un site que j'ai mis en annexe qui s'appelle Allo Ortho et une liste d'attente commune sur laquelle il peut s'inscrire. Et il y a aussi des plateformes aujourd'hui de diagnostic des troubles neurodéveloppementaux et notamment de la dyslexie. Donc le médecin, donc soit le médecin scolaire, médecin généraliste, le pédiatre ou le médecin de PMI aussi, peut remplir un dossier avec la famille si vraiment il y a des signes d'alerte importants et faire une demande d'évaluation pluridisciplinaire, soit auprès d'un centre de référence des troubles du langage et des apprentissages, soit auprès d'une plateforme de coordination et d'orientation. Donc ce sont des structures qui ont une visée diagnostique avec plusieurs professionnels de santé et qui ensuite orientent les parents vers des prises en charge à l'extérieur. Au niveau de la PCO, si un enfant si le dossier d'un enfant est validé auprès de la PCO, les prises en charge extérieures peuvent être financées. Donc c'est important à savoir. J'ai mis la liste en annexe de ces structures, région par région. Alors, on a dit que le diagnostic précoce était important pour diminuer l'impact scolaire, personnel et social chez l'enfant, pour une adaptation plus rapide de l'enfant et un développement plus rapide des compétences de lecture grâce à la plasticité cérébrale, pour permettre à l'enfant d'avoir des aménagements scolaires et de mieux vivre sa scolarité, et pour la mise en place d'outils de compensation qu'on verra après. Alors, une fois que l'enfant arrive chez l'orthophoniste va recueillir plein d'informations sur le patient, son âge, son niveau scolaire. Il va vouloir savoir s'il y a eu des difficultés pendant la grossesse ou l'accouchement qui pourraient expliquer les difficultés actuelles, comme on a vu tout à l'heure au niveau des facteurs de risque médicaux et neurologiques. L'orthophoniste va rassembler les informations sur le développement psychomoteur et langagier de l'enfant, sur son historique médical, sur les antécédents familiaux, savoir s'il y a des troubles 10 dans la famille. Il va recueillir la plainte actuelle et le type de trouble du patient pour voir si effectivement ça peut rentrer dans le cadre d'une dyslexie. Et il va aussi essayer de noter le niveau de répercussion de ces troubles sur le patient et sa famille. L'orthophoniste va proposer plusieurs tests standardisés, c'est-à-dire des tests qui ont été étalonnés sur des enfants normaux lecteurs de même tranche d'âge et de même niveau scolaire que le patient, pour évaluer la lecture, l'orthographe, la compréhension écrite et tous les prérequis nécessaires à l'acquisition de la lecture, donc la mémoire, l'attention, la discrimination visuelle et la conscience des sons. En fonction des résultats, on va pouvoir poser un diagnostic ou écarter le diagnostic. Donc, le diagnostic de dyslexie sera posé uniquement si, à l'issue de la passation des tests, il y a un retard supérieur à 18 mois dans les compétences de lecture et ou d'orthographe par rapport à l'âge réel de l'enfant. Il faut aussi que l'enfant, j'ai oublié de le dire, ait fini son apprentissage de lecture. Donc, le diagnostic ne se posera qu'à partir de la fin du CE1, mais idéalement plutôt en CE2.
Et il faudra aussi attendre de voir comment les difficultés de l'enfant évoluent dans le temps avec la mise en place d'une prise en charge et avec la mise en place des aménagements à l'école. Donc, si le retard qui avait été objectivé au moment des tests, qui était supérieur à 18 mois, régresse avec la mise en place d'une prise en charge, là, on sera sur un diagnostic différentiel puisque on posera plutôt un diagnostic de retard simple dans l'acquisition de la lecture. C'est-à-dire que l'enfant a pris du retard pour diverses raisons, mais on n'est pas du tout face à un trouble 10 puisque grâce à une prise en charge adaptée, à une pédagogie adaptée, l'écart se réduit et l'enfant finit par avoir des compétences en lecture correspondantes à son âge. Ensuite, l'orthophoniste va proposer des examens complémentaires s'ils n'ont pas été réalisés récemment pour écarter d'autres pathologies. Donc, on peut proposer, comme on l'avait vu pour le médecin, un bilan ORL pour écarter un trouble auditif qui pourrait expliquer les troubles en lecture. Et dans ce cas-là, l'enfant on pourra lui enlever ses bouchons de cérumen, il pourra être traité pour son otite, éventuellement appareillé s'il y a une surdité qui est détectée. On peut proposer aussi un bilan ophtalmo ou orthoptique pour écarter un trouble visuel, et s'il y a un trouble visuel, proposer une correction ophtalmologique ou proposer des séances d'orthopsie qui vont pouvoir permettre de réduire les difficultés en lecture si elles étaient causées par ce trouble visuel. On peut proposer aussi un bilan neuropsychologique pour écarter une éventuelle déficience intellectuelle qui du coup serait la cause des difficultés de lecture. On peut proposer aussi un bilan psychomoteur si l'enfant a des difficultés à se repérer dans le temps et dans l'espace, puisque ça peut aussi être la cause des difficultés de lecture. Et on peut proposer aussi un bilan psychologique ou psychiatrique si on a un doute sur l'éventuelle présence d'un trouble psy. Voilà, si vous avez des questions. Alors, j'ai une question. Alors, moi, je la comprends pas beaucoup, mais quelle est peut-on diagnostiquer une dyslexie tardivement? Tout à fait. D'accord. Alors, ouais, un enfant dyslexique peut arriver à compenser ses difficultés tant que ce qu'on lui demande, tant que les efforts qu'on lui demande de fournir ne sont pas au-delà de ce qu'il peut faire. Donc, en primaire, un enfant peut tout à fait compenser ses difficultés de lecture en fournissant un travail acharné, en compensant par un haut potentiel, par exemple, en compensant aussi par des bonnes capacités à l'oral, parce que souvent les enfants dyslexiques ont une très bonne communication orale, et du coup, il peut passer un peu au travers, mais souvent, quand il va arriver au collège, au lycée, et qu'on va lui demander de lire des textes beaucoup plus longs et complexes, ou qu'on va lui demander des tâches qui sont chronométrées, là, souvent l'enfant va ne va plus arriver à compenser ses difficultés. Oui, Et justement, c'est la là question, elle portait sur le collège. Oui. Ouais, souvent Donc, c'est oui. ouais, donc un enfant va pouvoir compenser effectivement, souvent jusqu'au collège, et c'est là où il va commencer à être en difficulté, et souvent où le diagnostic tardif va être posé. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il pourra plus compenser, sans aide extérieure en tout cas. Donc, vous préconisez, quoi qu'il en soit, si on repère des difficultés chez notre enfant, de consulter tout de Un médecin suite en un première médecin. intention. Les Voilà. médecins, ils ont des grilles d'observation à disposition avec des signes d'alerte. Et donc, en fonction du nombre de signes qu'ils peuvent repérer, ils peuvent se dire, bon, là, effectivement, on peut suspecter une dyslexie, donc on va envoyer chez l'orthophoniste ou vers un centre référent de diagnostic. Et il peut aussi se dire, bon, là, il n'y a rien d'alarmant, on va attendre de voir, et puis on fera un point dans 6 mois, dans 1 an. Voilà. Il Donc, y a des... la première chose à faire, c'est le médecin. Et de toute façon, un orthophoniste ne reçoit que sur prescription médicale. D'accord. Donc, il doit être Il y a des- il y a- obligatoirement adressé par un médecin. il existe des tests qu'on peut faire en ligne Non, ou... D'accord. aucun test sérieux, et non. Il faut, au-delà des tests, il faut l'expérience clinique, il faut un avis d'expert, de quelqu'un D'accord. qui peut interpréter ces D'accord. résultats. Donc, hormis créer de l'anxiété chez les parents, c'est pas du tout une bonne idée. Vaut mieux que les parents aillent voir leur médecin qui, lui, a des grilles d'observation médicale qui pourra les orienter, plutôt que faire des tests sur Internet qui n'ont aucune valeur
prédictive, médicale, diagnostique, voilà. Voilà, c'était les deux questions qui Ok, étaient apparues. on passe à la suite du coup. Alors maintenant, on va parler de la dernière partie qui est comment traiter et accompagner la personne dyslexique. Alors, le premier champ d'intervention, c'est la prise en soin orthophonique qui va permettre d'entraîner, donc une fois que le diagnostic a été posé, qui va permettre d'entraîner toutes les compétences nécessaires sous-jacentes à l'apprentissage de la lecture. Donc, on va, selon le profil de l'enfant et selon ses compétences et ses difficultés, on va pouvoir venir entraîner la mémoire auditive et visuelle, l'attention auditive et visuelle, la discrimination visuelle, la conscience phonologique, donc apprendre à l'enfant à trouver des mots qui riment, à inverser des sons dans un mot, à découper les mots en syllabes, etc. Ensuite, on va venir enrichir donc la voie de lecture par assemblage en, en apprenant à l'enfant les correspondances son-lettres qu'il ne maîtrise pas encore, c'est ce qu'on appelle les correspondances graphophonologiques, grâce à différentes techniques, donc les gestes Borel, donc ce sont des gestes qui permettent à l'enfant de mémoriser le son qui va avec la lettre. Par exemple, pour le V, ça va être ça, le V, ça lui. Donc, on voit bien ce que c'est la lettre V et ça permet à l'enfant de comprendre que pour faire le V, il faut qu'il fasse vibrer ses cordes vocales. On peut utiliser des polices d'écriture plus grandes en prise en charge orthophonique. On peut proposer à l'enfant des phrases et des textes découpés en syllabes. Ou des phrases et des textes dans lesquels les lettres muettes sont écrites en grise, où les liaisons sont représentées. On va ensuite venir travailler sur la construction de la voie d'adressage en permettant à l'enfant de se construire un stock de mots assez conséquent pour qu'il puisse ensuite accéder directement à ces mots, comme je l'ai expliqué précédemment, sans passer par le découpage son par son. Donc, pour ce travail-là, il y a plusieurs techniques, notamment la technique de l'orthographe illustrée, c'est-à-dire qu'on va prendre un mot que l'enfant ne sait pas écrire et on va essayer de représenter un dessin sur ce mot pour que l'enfant se souvienne de l'écriture de ce mot. Par exemple, le mot ballon, on va pouvoir dessiner avec le B un personnage, avec le A un ballon de foot, avec les deux L deux cages de but, et l'enfant pourra comme ça davantage se souvenir de l'orthographe du mot. C'est un exemple. Ensuite, on va venir travailler en orthophonie sur la rapidité de lecture, sur la compréhension écrite. D'abord la compréhension des mots, puis des phrases, des textes, puis ensuite la compréhension plus fine. On peut travailler aussi en gestion mentale. Je ne vais pas avoir le temps de développer, mais la gestion mentale, c'est apprendre à l'enfant à repérer ses mécanismes d'apprentissage. Est-ce qu'il passe plutôt par le visuel, par l'auditif, par le toucher, et du coup lui apprendre à mettre en place ses propres stratégies à lui pour apprendre à lire, à écrire, mais aussi pour apprendre les autres apprentissages scolaires. On peut proposer en orthophonie des cartes mentales pour apprendre les leçons. Donc les cartes mentales, j'en avais mis des exemples. Voilà, ça se présente comme ça. C'est des sortes de petits schémas avec plusieurs ramifications, et c'est l'enfant qui va lui-même mettre les mots qu'il veut pour se souvenir de la leçon. Il peut dessiner, mettre des symboles. Donc ça, c'est un outil qui est assez intéressant en orthophonie. Et enfin, un travail important en orthophonie, ça va être la guidance parentale, donc accompagner les parents, leur donner des conseils de ce qu'ils peuvent faire à la maison, de ce qu'ils peuvent se procurer, et essayer d'établir un lien aussi avec l'école et mettre en place des aménagements à l'école. Il n'y a aucune méthode miracle, parce qu'on trouve aussi aujourd'hui sur Internet énormément de méthodes qui se disent miracles et qui sont souvent assez onéreuses. Donc il faut faire attention. Ces méthodes peuvent fonctionner chez certains enfants, mais elles ne peuvent certainement pas fonctionner chez tous les enfants dyslexiques. J'ai une question justement sur une méthode, la Oui. méthode des alphas. Ah oui, alors ça, c'est une méthode de lecture qui est utilisée à l'école, souvent dès la grande section, donc c'est pas utilisé par tous les enseignants, et c'est effectivement une méthode qu'on utilise en orthophonie. En fait, c'est des petits bonhommes. Il y a une histoire à la base avec plein de petits bonhommes, donc il y a les bonhommes voyelles et les bonhommes consonnes, et du coup, tous ces petits bonhommes, on raconte une histoire pour tous ces petits bonhommes pour apprendre à l'enfant le son qui est associé à ces lettres. Donc c'est une méthode qui est hyper intéressante, que j'utilise moi aussi en orthophonie et qui peut s'acheter sur Internet.
Voilà, il y a Laetitia, des vous avez livrets votre réponse. voilà, il y a des livrets, pour les enseignants et aussi pour les parents, donc les parents peuvent tout à fait l'acheter et faire des exercices à la maison avec leur enfant. Donc c'est, assez intéressant, ouais. Et je crois que j'ai mis le lien justement dans les ressources à la fin pour cette D'accord. méthode des alphas. Voilà. Je continue ou il y avait Oui, d'autres oui, questions? oui, 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 oui. Ça marche. Alors, il y a d'autres interventions médicales, paramédicales ou artistiques qu'on peut proposer à un enfant dyslexique, notamment une prise en charge en psychomotricité. J'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, mais les enfants dyslexiques ont souvent des difficultés pour se repérer dans le temps. Ils vont avoir du mal à mémoriser les jours, les jours de la semaine, les mois de l'année, les saisons. Ils peuvent avoir aussi des difficultés pour se repérer, enfin pour lire l'heure, apprendre l'heure. Ils peuvent avoir aussi des difficultés au niveau du repérage spatial, ils confondent la droite et la gauche. Et ils peuvent avoir des difficultés en graphisme. Donc la prise en charge psychomotrice peut permettre de travailler sur ces différents domaines. On peut proposer aussi à l'enfant dyslexique une prise en charge en ergothérapie, notamment pour mettre en place l'ordinateur au collège ou au lycée, puisque l'ergothérapeute va apprendre à l'enfant à se servir de l'ordinateur et va lui installer sur l'ordinateur des outils informatiques qu'on verra tout à l'heure. Et l'ergothérapie peut être utile aussi pour les troubles du graphisme. Elle peut proposer à l'enfant des solutions comme des petits manchons qu'on va venir poser sur le stylo ou des stylos numériques qu'on verra aussi après. On peut proposer à l'enfant dyslexique une rééducation orthoptique qui peut aussi soulager l'enfant dans les tâches de lecture. Si l'enfant exprime une souffrance psychologique, une anxiété, un repli sur soi, on peut lui proposer aussi une psychothérapie, des médecines douces pour le détendre, comme la sophrologie ou la kinésiologie. J'ai noté ensuite rééducation de la posture et musique rythmée parce qu'il y a des études récentes qui ont montré que les enfants dyslexiques pouvaient présenter des problèmes posturaux et que le fait de venir corriger ces problèmes de posture pouvait améliorer la lecture. Donc, par exemple, les semelles orthopédiques ou les gouttières orthodontiques peuvent aider l'œil et notamment la rétine à être plus stable et donc à mieux capter les informations visuelles comme les lettres et les mots et donc à améliorer la lecture. Donc ça, c'est vraiment selon les difficultés de l'enfant, ça s'adapte en fonction de l'enfant. Et des études récentes ont aussi montré que la musique, et notamment la musique en rythme, venait stimuler des zones cérébrales qui étaient justement sous-activées chez les personnes dyslexiques et que le fait de proposer des séances régulières de musique rythmée pouvait améliorer considérablement la lecture. Voilà. Alors, lorsqu'un enfant a été diagnostiqué dyslexique, on va pouvoir lui proposer des aménagements scolaires à l'école. Donc, il y a plusieurs types d'aménagements qui existent. Alors, le PAI rentre pas du tout dans ça. J'avais trouvé ce schéma, mais le PAI, c'est autre chose. Donc, il y a vraiment trois types d'aides qui peuvent être, enfin, de plans d'action qui peuvent être proposés à l'enfant. Si l'enfant présente des difficultés de lecture, mais qui n'a pas encore été diagnostiqué dyslexique parce que il n'a pas encore eu de rendez-vous chez l'orthophoniste ou que l'orthophoniste attend de voir comment son trouble évolue pour poser un diagnostic, les enseignants peuvent déjà proposer à l'enfant un PPRE, c'est un programme personnalisé de réussite éducative. Donc ça peut être proposé à n'importe quel enfant qui présente des difficultés. Si l'enfant a été diagnostiqué dyslexique mais qui n'a pas eu de reconnaissance encore de son handicap par la MDPH, on peut mettre en place à l'école ce qu'on appelle un PAP, c'est un plan d'accompagnement personnalisé qui nécessite la validation du médecin scolaire, qui nécessite aussi la réalisation d'un bilan neuropsychologique et qui va permettre des aménagements plus conséquents que les aménagements qu'on trouve dans le PPRE. Et enfin, si l'enfant a été diagnostiqué dyslexique et que la famille a monté un dossier MDPH et que ce dossier a été validé, c'est-à-dire que l'enfant a été reconnu comme porteur de dyslexie et donc reconnu comme souffrant d'un handicap, là, il va avoir beaucoup plus d'aide encore qu'on va détailler dans un instant. Alors,
dans le cadre d'un PPRE et d'un PAP, on peut proposer plein d'aménagements à l'école. Je vais peut-être pas tous les détailler. On peut proposer à l'enfant du temps supplémentaire pour réaliser les exercices en classe. On peut lui proposer de ne pas le pénaliser sur l'orthographe, c'est-à-dire que quand il a une tâche de rédaction écrite à faire, on va plutôt l'enseignant va plutôt juger le contenu plus que la forme et donc moins le sanctionner sur ses fautes d'orthographe. On peut aussi lui proposer un contrôle des connaissances à l'oral, puisque les dyslexiques sont souvent beaucoup plus à l'aise à l'oral, notamment en langue, donc ça va être plutôt au collège et au lycée. On peut lui proposer des dictées à trous. On peut lui donner moins de devoirs à la maison et moins d'exercices en classe. On peut lui proposer les leçons sur des polycopiés pour qu'il ait le temps de les relire à la maison ou qu'il ait aussi un support où les cours sont notés correctement s'il a des difficultés de graphisme. On va éviter de mettre l'enfant en situation de double tâche, on va plutôt le mettre devant en classe, devant le tableau. Voilà. Donc ensuite, on peut proposer à l'enfant des aménagements d'examen pour le brevet des collèges et le baccalauréat, avec du temps supplémentaire, avec l'utilisation d'un ordinateur, des logiciels de reconnaissance vocale, c'est-à-dire que l'enfant va va lire quelque chose et l'ordinateur va écrire ce que l'enfant vient de dire. On peut coupler ça à un correcteur orthographique pour corriger les fautes d'orthographe et on peut aussi proposer des logiciels de synthèse vocale, c'est-à-dire que l'enfant va mettre, enfin l'adolescent va mettre un texte sur son ordinateur et l'ordinateur va lui lire le texte. L'enfant peut bénéficier aussi d'une aide humaine, un secrétaire lecteur ou scripteur, c'est-à-dire une personne, un intervenant extérieur qui va venir et qui va lire les consignes à l'enfant ou écrire ce que l'enfant lui dicte. Il peut y avoir une mise en page des copies d'examen avec une police suffisamment grande, des interlignes, et on peut proposer la dictée aménagée pour le brevet. Donc, si l'enfant, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, a eu un diagnostic de dyslexie et qu'il a été reconnu comme enfin que son handicap a été reconnu par la MDPH, il peut bénéficier d'une aide humaine en classe, qu'on appelle une AESH, c'est un accompagnant d'élèves en situation de handicap, donc c'est une personne qui va intervenir dans une classe plusieurs heures par semaine pour un ou plusieurs enfants et qui va l'aider dans les exercices en classe, à lui lire les consignes, à l'aider à reformuler ce qu'il a compris, à lui expliquer pour l'accompagner dans ses apprentissages et lui permettre une meilleure autonomie plus tard. La reconnaissance MDPH peut déclencher aussi une aide financière dans le cadre de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, donc qui va permettre aux familles de financer par exemple un ordinateur ou les prises en charge médicales extérieures qui ne sont pas remboursées aujourd'hui par la sécurité sociale, comme les séances d'ergothérapie, les séances de psychothérapie ou encore les séances de psychomotricité. La reconnaissance MDPH peut permettre à l'enfant d'être orienté en classe Ulysse, donc ce sont des classes qu'on trouve dans certaines écoles et aussi dans certains collèges et lycées. Donc, ce sont des enseignants spécialisés qui assurent ces classes. Donc, ces classes sont ouvertes aux enfants qui présentent des troubles 10 et des troubles du neurodéveloppement. Et certaines heures par semaine, ces enfants pourront aller dans des classes entre guillemets normales. Donc, ils auront des temps d'inclusion avec des enfants de leur niveau scolaire dans des classes normales. Et la reconnaissance MDPH peut aussi permettre la mise en place de soins dans le cadre du CESAD. Donc le CESAD, c'est un service d'éducation spéciale et de soins à domicile qui est composé d'orthophonistes, de psychomotriciens, de psychologues, d'infirmiers et qui se déplacent dans les lieux de vie de l'enfant, donc notamment à l'école. Alors j'ai mis une petite carte mentale justement pour reprendre un petit peu toutes les aides qu'on peut apporter à un enfant dyslexique. Je la trouvais assez parlante. Donc, quand un enfant a été diagnostiqué dyslexique, il a le droit à des outils enfin, il a le droit. On peut mettre en place des outils de compensation. Donc, j'en ai déjà parlé. Donc, tous les logiciels de reconnaissance vocale, synthèse vocale, correcteur orthographique, écriture syllabée. Donc, c'est des logiciels qui vont transformer un texte qui vont découper un texte en syllabes. Donc, ça va être une alternance de syllabes, par exemple rouge et bleu, pour une meilleure lecture. On peut proposer le scanner réglette. Ça permet à l'enfant de scanner tous les
tous les documents qu'il veut rapidement plutôt que de les réécrire. On peut proposer les stylos numériques, c'est-à-dire que l'enfant écrit et le stylo dicte ce que l'enfant a écrit. Il y a aussi des outils qui ont été mis récemment sur le marché, comme la lampe à lumière pulsée ou les lunettes Lexilens. Donc ça, ce sont des outils qui vont permettre de gommer l'effet miroir chez les dyslexiques. Donc, des études ont montré que un lecteur normal avait toujours un œil dominant, soit le gauche, soit le droit. Donc, quand il voit une lettre, il va capter l'image à gauche et à droite, mais il n'y a qu'une seule image qui ressortira, donc l'image de l'œil dominant. Alors qu'un enfant dyslexique n'a pas d'œil dominant. Donc, quand il voit par exemple un B, il va recevoir la lettre B du côté gauche et la lettre B du côté droit, mais du coup, les deux lettres seront en symétrie et son cerveau ne sera pas en capacité de choisir, de faire un choix parmi ces deux lettres, donc ce qui explique toutes les confusions qu'on peut observer en lecture chez les 10, les confusions BE2, PEBE, etc. Et donc, cette lampe et ces lunettes vont venir gommer cet effet miroir et permettre à l'enfant de pouvoir choisir entre l'image gauche ou l'image droite. Donc, il y a des liens en annexe sur ces outils. Alors, j'ai noté quelques activités que les familles pouvaient proposer à leurs enfants à la maison. Je ne vais pas toutes les détailler. Donc, l'important surtout, c'est de lire avec son enfant, donc soit par le biais de livres audio, soit en lecture à l'unisson, c'est-à-dire que l'enfant et le parent et les parents choisissent un livre, et puis les parents et l'enfant lisent ensemble. Les parents peuvent aussi proposer des jeux pour travailler sur la conscience phonologique, donc trouver des mots qui riment, mettre par exemple des lettres mobiles dans le bain et demander à l'enfant, bah tiens, cette lettre, elle se prononce comment? Ou tiens, je vais te faire un son, puis tu m'attrapes la bonne lettre. Voilà, ils peuvent proposer aussi des images de lettres, chanter des comptines, faire des jeux de rythme, écouter de la musique. J'ai noté une application sur tablette qui est super intéressante, qui s'appelle GraphoGame et qui propose un apprentissage de la lecture vraiment progressif que l'enfant peut faire un peu tous les jours à la maison, qui a été développé par des chercheurs voilà, qui s'appuient sur les neurosciences et qui est vraiment très intéressant. Et j'ai proposé aussi la méthode de lecture Apili, mais ça peut être aussi la méthode des alphas qui peut être reprise à la maison. Là, j'ai proposé plusieurs matériels que les parents peuvent se procurer. Les réglettes de lecture, donc c'est des règles colorées qui permettent de mettre en évidence les mots pour l'enfant et du coup ça l'aide à lire les mots. La règle avec poignée, les surligneurs fluo, etc. Le coussin ergonomique pour favoriser sa concentration. Voilà. Donc, l'important aussi à la maison, ça va être de valoriser l'enfant dans ses compétences, puisque un enfant dyslexique est en difficulté en lecture, mais il a tout un tas d'autres compétences. Et l'important, c'est qu'il puisse aussi s'épanouir là-dedans. Donc, ça peut être la musique, une activité sportive qu'il aime, du bricolage, de la cuisine, peu importe. Il est important aussi à la maison qu'il puisse s'épanouir là-dedans. Le partenariat avec l'école et avec les intervenants extérieurs est fondamental aussi pour proposer à l'enfant des axes rééducatifs et puis des aides cohérentes. Et voilà. Alors, pour terminer, donc c'est ce que je disais, une personne dyslexique présente des anomalies neurologiques qui génère des difficultés en lecture, mais qui génère aussi plein d'autres compétences dans différents domaines. Donc, on a montré que les enfants dyslexiques avaient une très très bonne perception spatiale et une vision globale des choses. En fait, ils vont plutôt faire fonctionner leur hémisphère droit, qui est le siège des compétences créatives, mais des compétences visuospatiales aussi. Donc souvent, les enfants dyslexiques ont une capacité à se représenter les objets dans leur tête en 3D, donc ils sont capables de voir dans leur tête l'objet sous différents angles de vue, ce qui leur permet d'avoir une vision globale des choses, et c'est pour ça qu'ils vont souvent s'orienter dans des domaines dans l'ingénierie, les domaines de l'aéronautique ou dans aussi dans des sports qui nécessitent une perception visio-spatiale très précise, comme par exemple l'escrime ou le tennis.
Voilà, donc les enfants dyslexiques sont souvent très créatifs puisqu'ils ont dû apprendre à trouver des stratégies pour compenser leurs difficultés. Ce sont des enfants qui sont souvent très curieux, très empathiques parce qu'ils ont souvent souffert eux-mêmes d'un manque de reconnaissance et de compréhension. Donc ils sont en capacité de comprendre les émotions des autres et de les accueillir avec bienveillance. Les enfants dyslexiques sont souvent très doués pour le travail en équipe puisqu'ils ont eu besoin, eux, dans leur parcours, d'être épaulés. Ils sont très persévérants et très résilients, donc ils ont une capacité de travail qui est très importante et souvent une très bonne capacité de communication orale. Donc j'ai mis une petite carte mentale avec toutes les compétences de la personne dyslexique. Voilà. Donc pour Avant, avant, terminer, oui, avant qu'on passe pardon. au conseil aux familles, Oui, j'ai pardon. une question, voilà, que je souhaitais te poser. Oui. Alors attendez, je Vous remonte. voulez que je retourne peut-être en arrière? Alors c'était sur les PAP. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok. Est-ce Alors je que vais dessus. pour le baccalauréat, par exemple, Oui. ça peut donner du temps supplémentaire? Oui, mais c'est autre chose, il me semble, les aménagements d'examen. C'est quelque chose qui est rempli avec l'école ou le collège. Et D'accord, il y a pas besoin de reconnaissance MDPH pour avoir des aménagements d'examen. Moi, j'ai plusieurs patients qui ont eu des aides pour leur brevet et qui n'ont pas été reconnus MDPH, mais qui par contre avaient un PAP. d'accord. Voilà. Autre question, toujours dans le même. Est-ce que les professeurs sont obligés de respecter le PAP? Normalement, oui. Un PAP, oui. Mais dans la réalité, malheureusement, c'est pas le cas. D'accord. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont tellement surchargés de travail qu'ils n'arrivent pas forcément à mettre en place ça pour tous les élèves parce que bah, souvent dans une classe, il y a plusieurs enfants qui bénéficient de PAP. Mais normalement, ils sont obligés de le respecter. Oui. C'est quand même un document officiel validé par le médecin scolaire. Mais entre la théorie et la réalité, malheureusement, des fois, il y a un fossé. Donc il faut pas hésiter, quand il y a eu un PAP justement, il faut pas hésiter à solliciter, les enseignants ou le proviseur, Mm. pour, demander aussi une réunion pour, que ce soit mis en place, pour que ce soit déjà compris par tous les enseignants et mis en place. Il Mhm. faut vraiment pas hésiter à solliciter, les le corps enseignant, quoi. Même Moi, si c'est j'avais pas une toujours question évident pour sur les le. familles de le faire. Oui, Mmh. justement, les parents dans tout ça, puisque j'imagine que les familles, elles peuvent être parfois un petit peu désorientées, désœuvrées quand Ouais, elles découvrent. Qu'est-ce qu'elles ouais. peuvent. Est-ce qu'elles ont du soutien? Est-ce qu'elles ont. Alors nous, en rééducation orthophonique, on fait un travail de guidance, c'est ce que je disais, tout à l'heure. Donc on accompagne les familles, déjà pour leur, expliquer ce que c'est que la dyslexie. On les oriente si besoin vers d'autres, professionnels, c'est ce que j'avais expliqué dans les Oui. diapos. Et donc à l'école, il y a ce qu'on appelle les équipes éducatives. Donc ce sont des réunions que les enseignants organisent quand il y a un enfant qui présente des difficultés, et notamment un trouble 10. Donc il y a souvent une ou deux réunions dans l'année. Et dans ces réunions, les parents sont bien sûr invités, les enseignants, le directeur de l'établissement, le médecin scolaire ou le médecin référent de l'éducation nationale et les professionnels de santé sont également invités. Donc moi, je participe régulièrement à des équipes éducatives. Donc ça permet de centraliser les choses et de pouvoir trouver ensemble les aménagements adéquats pour l'enfant. Et ça permet aussi de proposer par exemple aux parents de monter un dossier MDPH. Donc après, on peut les orienter aussi vers des assistantes sociales pour aider aussi à la enfin à la constitution des dossiers. Il y a aussi les assistantes sociales, la PMI aussi qui peut être intéressante pour Oui, guider le les parents. soutien. Donc il y a quand même des ressources, oui. D'accord. Mais disons que tant que l'enfant n'est pas dans un parcours de soins, là, c'est plus compliqué. Et vu l'attente considérable qu'il y a aujourd'hui, aussi bien pour avoir un rendez-vous en libéral chez un orthophoniste que dans des structures dont je vous ai parlé tout à l'heure,
c'est pas évident. Et donc, vous préconisez quoi à un parent qui doit attendre 2 ans avant de voir... Alors, c'est ce que je disais Ouais, tout à l'heure. Donc, soit il peut demander au médecin d'être orienté vers un centre référent. Et j'ai mis en annexe une liste, une liste d'attente commune qui a été créée il y a quelques années. Donc, les parents peuvent inscrire leur enfant dessus et ça permet de pouvoir avoir peut-être un rendez-vous plus rapide. euh, Puisque c'est une liste d'attente qui est commune à des centaines d'orthophonistes. Et ensuite, il y a un site aussi qui s'appelle Allo Ortho qui propose plein de conseils aux parents en attendant le rendez-vous chez l'orthophoniste en fonction de la pathologie de l'enfant. Donc, il n'y a pas que les troubles de lecture, il y a aussi les troubles en maths, le TDAH, l'autisme, voilà. Donc, il y a plein d'articles qui sont élaborés par des orthophonistes et qui peuvent aider les parents déjà à mettre en place des choses à la maison. d'accord. Voilà. Je vais regarder si on a d'autres questions. J'ai la même question qu'Émilie sur les problèmes d'organisation. Ça, vous avez déjà répondu sur le fait que les enfants 10 peuvent avoir d'autres problèmes, Tout à fait. beaucoup plus global. Mhm. Ouais. Euh, Et par rapport à ensuite, la question de tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a demandé si un enfant dyslexique pouvait entreprendre des études supérieures. Donc tout à fait, vu tout ce que oui, j'ai expliqué là, voilà, avec des aides adaptées, il peut tout à fait euh, avoir, enfin continuer des études même au-delà de la licence. Voilà, c'est parce qu'ils ont tout un tas d'autres compétences. Ok, ils ont des difficultés en lecture, mais ils ont plein d'autres développe. capacités à côté. Voilà. Alors, question, est-ce que des séances de neurofeedback peuvent aider de façon significative? Je ne sais pas ce que c'est. Je suis désolée. Euh, ensuite, bon, il y a beaucoup de demandes pour avoir la liste des outils et des aides. Donc, Alors ça, ce sera dans les ressources à la fin. voilà, on mettra tout Mm. en ligne, on mettra Oui, oui. tout à C'est déjà disposition. noté à la fin, oui. Mm. Voilà pour les questions. Est-ce qu'il y a des progrès? Comment progresse justement? Est-ce qu'on peut parler un petit peu de la connaissance de la dyslexie, les traitements, etc. Est-ce qu'il y a encore des choses à venir? Ah oui, c'est encore assez obscur. Oui, oui, oui. Ouais, c'est D'accord. encore, il y a des recherches en cours encore pour D'accord. essayer de mieux comprendre les processus cérébraux, ce qui et comment essayer de compenser au niveau neurologique euh, les Da- difficultés. Ouais. euh, pour les questions, c'est bon. Là, sur les questions, on peut. Vous en étiez justement, je pense. Alors, je vais juste sur la dernière diapo, pardon. Le Donc, conseil aux juste familles. Ah, voilà, vas-y. pour conclure, pour les familles qui ont un enfant ou plusieurs enfants dyslexiques, l'important, c'est de rester dans votre rôle de parent, de pas prendre un rôle de thérapeute ou de rééducateur. L'enfant a besoin aussi de se reposer à la maison et de faire d'être entouré de ses parents. Il est important, comme je disais, de valoriser l'enfant en lui permettant de s'épanouir dans des disciplines dans lesquelles il est performant, donc des activités sportives, du dessin, de la musique, voilà, peu importe. Il est important aussi de ne pas le surcharger de tâches à réaliser parce que les enfants dyslexiques fournissent beaucoup, beaucoup d'efforts. D'ailleurs, pendant très longtemps, on entendait ah bah cet enfant, il est paresseux, il est feignant parce que effectivement, ils ont tellement besoin de de compenser leurs difficultés et ils ont tellement besoin de temps en plus pour faire les choses qu'ils, d'un point de vue extérieur, ils pouvaient passer pour des enfants feignants. Souvent, un enfant dyslexique travaille 5 fois plus qu'un enfant normolecteur pour des résultats 5 fois moins bons. Donc
voilà, il est important aussi qu'il ait un rythme de vie pas trop dense, pas trop stressant. J'ai parlé tout à l'heure du partenariat avec l'école et les professionnels de santé qui est important aussi bien pour l'enfant mais aussi bien pour la famille puisque vous le disiez tout à l'heure, les familles peuvent se sentir un peu délaissées quand suite à l'annonce de ce diagnostic. Donc c'est important qu'il y ait vraiment un réseau qui se crée autour de l'enfant. Et pour finir, donc la dyslexie a été effectivement reconnue comme un handicap depuis 2005 et elle est un handicap pour l'enfant durant ses années scolaires puisqu'elle elle l'entrave dans sa lecture, mais aussi dans toutes les autres matières qui mettent en jeu la lecture. Donc ça peut être en histoire géo, ça peut être en mathématiques puisque un enfant dyslexique aura du mal à comprendre les consignes. Donc c'est vraiment un handicap au quotidien pour l'enfant, mais ça deviendra souvent une force quand l'enfant sera plus grand, puisque comme on l'a vu tout à l'heure, ce sont des enfants qui sont très créatifs, qui ont une, une capacité à l'oral qui est souvent plus importante que les autres et des capacités intellectuelles parfois même supérieures à la norme. Donc après, j'ai noté, voilà, enfin j'ai mis ce petit diapo avec plein de célébrités qui présentent une dyslexie et qui ont fait plein de découvertes voilà, fondamentales. Alors, on a une question sur la prise en charge. Ça, vous avez Oui. déjà répondu. Euh, Alors, oui. Est-ce qu'on redit quelques mots pour Qui prend en charge les séances d'orthophonie? voilà, qui prend en charge? D'accord. Bah, je Alors, pense. les séances d'orthophonie, c'est remboursé à 100% aujourd'hui. Donc 60% par la sécurité sociale et 40% par les mutuelles. Et l'orthophonie est conventionnée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dépassement d'honoraires chez les orthophonistes. Donc les patients sont remboursés intégralement. Et ensuite, pour entrer dans des démarches plus globales, c'est une demande d'allocation via la situation de handicap. Alors là, il faut constituer un dossier MDPH. Mm. Donc là, c'est un dossier où on demande une évaluation des enseignants, tous les bilans médicaux, paramédicaux. Il y a une note du médecin. Voilà, c'est un dossier complet. Et ensuite, si le dossier est validé, là, les familles peuvent obtenir une aide financière. Bien, écoutez, je crois qu'on arrive au terme, hein, puisque on est déjà, on a dépassé le temps qui nous était imparti. Je vous remercie, Émilie, pour toutes les informations que vous nous avez apportées et Avec nous avez plaisir. éclairé, pour ceux qui ne connaissaient pas aussi. Je remercie tous les participants aussi qui ont participé à ce webinaire. On vous donne rendez-vous au mois de novembre, le 21 novembre à midi. Donc, on traitera des addictions au tabac. Et je vous souhaite une belle après-midi à tous. Merci encore, Émilie. Merci à vous.